Merci à toutes et à tous, au nom du LASPAD, de vous rejoindre dans ce premier webinaire qui s'inscrit dans une série de rencontres qu'on veut organiser autour de la question sécuritaire au Sahel. Et avant d'ouvrir justement les discussions, je voudrais rappeler ici que le Mali est un pays sur lequel on va se pencher aujourd'hui, est un pays donc qui traverse plusieurs crises relativement profondes et particulièrement complexes, des crises sociales, économiques, et plus récemment, avec la Covid-19, une crise sanitaire comme tout le monde, pourrait-on dire. Mais la principale crise, davantage conséquence que cause des crises précédemment évoquées, est sécuritaire, avec des violences armées liées au crime organisé, drogue, armes, enlèvements, trafic humain, à des insurrections, rebelles, autonomistes ou indépendantistes, en pensant à l'Azawad, à des groupes djihadistes et terroristes, justifiant la présence de troupes étrangères, MINUSMA ou Barkhane, à des affrontements locaux, interethniques pour certains, par milices d'autodéfense interposées. Ces crises et ce conflit sont cristallisés dans et par une crise politique et institutionnelle majeure. Après le coup d'État de 2012, déjà, qui délogeait la présidence du pays à Amadou Toumani Touré, donc dit ATT, on organisait alors, trop rapidement pour certains, des élections présidentielles avec lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, fut élu président du Mali en 2013, puis réélu en 2018. Non sans une contestation grandissante, amplifiée par les élections législatives d'avril dernier, et emmenée par une coalition de leaders religieux, politiques et civils, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, plus communément le M5-RFD. Ce mouvement exigeait la démission du président de la République malienne et la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui a bien eu lieu, mais à travers un coup d'État militaire survenu il y a à peine maintenant 10 jours. Depuis, un plan de transition des militaires aux civils fait l'objet de discussions et de négociations à différents niveaux. Le Mali est donc une république laïque où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont respectivement représentés par le président, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Et le 18 août dernier, ce sont donc les militaires qui poussent le président à une démission exigée par un mouvement populaire né de la rejet de la décision de la Cour constitutionnelle ayant invalidé certains résultats des dernières élections législatives. La boucle est bouclée. Armée et société civile, disais-je, s'allient maintenant objectivement face aux représentants de ces trois pouvoirs de l'État malien. Dans quelle mesure ce nouveau coup d'État laisse augurer d'un changement de paradigme au Mali et plus largement au Sahel et en Afrique? D'aucuns estiment en effet que le Mali s'illustre comme un exemple à suivre pour d'autres pays de la région. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger inaugure avec cette rencontre une série de webinaires dédiés aux questions sécuritaires au Sahel. Notre laboratoire se saisit donc aujourd'hui de cette actualité malienne pour discuter scientifiquement des rapports entre société civile et pouvoir au Sahel. La réflexion que nous souhaitons conduire aujourd'hui, j'ai les micros, merci, que nous souhaitons donc conduire ensemble aujourd'hui, porte en effet sur la place des citoyens maliens dans la crise sécuritaire et politique actuelle du pays. Et pour ce faire, nous organiserons les échanges en deux temps. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la situation interne du pays avec les interventions de Béatrice Meza, docteur en sciences politiques de l'Université de Grenoble, chercheur associé au LASPAD et auteur d'une thèse en cours de publication sur les groupes armés au Mali. Ali Tounkara, qui va nous rejoindre certainement, qui nous entend à travers WhatsApp, docteur en sociologie de l'Université Paris-Descartes, la Sorbonne et expert au Collège sahélien de sécurité du G5 Sahel. Il est enseignant-chercheur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et co-auteur notamment d'un ouvrage consacré au djihad à Kémassina, dans le centre du Mali. Ibrahima Maïga, chercheur en charge du Sahel à l'Institut d'études de sécurité, sera le troisième intervenant de cette première partie. Puis, on ouvrira les discussions pour un quart d'heure et nous nous intéresserons ensuite, dans un second temps, à la dimension régionale et internationale de ce coup d'État, avec les interventions de Yousra Hamdaoui, docteur en relations internationales de l'Université de Stade, au Maroc, chercheur associé également au LASPAD et auteur d'une thèse consacrée à la sécurisation de la guerre contre le terrorisme au Sahel. Khalifa Diop sera le second intervenant de cette seconde partie, docteur en géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est également chercheur au LASPAD, où ses travaux actuels portent sur l'enseignement arabo-islamique et les enjeux sécuritaires au Sahel. Enfin, Reda Benkiran, sociologue et docteur en philosophie de l'Université de Lyon 3,
chercheur associé au LASPAD et au Centre des conflits et du développement et du peace building de l'Institut des hautes études internationales à Genève. Il est auteur également d'un rapport du PNUD sur les perceptions des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violent dans la région frontalière du Sahel. Avant donc de céder la parole à Béatrice Méza, je me dois au nom du laboratoire de la remercier, car l'organisation de ce webinaire n'aurait pas eu lieu sans son dynamisme. Merci, chers collègues. La parole est à toi. Si je disais que merci beaucoup, Rachid, pour cette belle présentation. Merci aussi à tous mes collègues qui sont présents et en même temps à l'audience virtuelle. Donc, une des choses qui vient à travers la COVID, c'est un nouveau système des échanges à travers des applications comme Zoom. Je pense que c'est une belle expérience aussi pour nous pour pouvoir continuer la pensée, continuer la recherche, continuer nos travaux à travers ces genres de systèmes. Donc, ça nous permet encore une fois d'évoluer pour l'avenir. Nous allons commencer par pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On a posé la question de Rachid sur ces coupes d'État, rupture ou continuité où nous sommes. Mais moi, je voulais déjà en fait, comment dire, décortiquer la notion de coupe d'État en tant que telle, parce que j'aimerais bien signaler en premier lieu que ces coupes d'État qui étaient très prévisibles, nous a montré une citoyenneté que pour la première fois devient visible. Une citoyenneté qui obtient un rôle, une citoyenneté qui va socialiser différemment avec le système suite aux mobilisations sociales, suite aux contestations populaires qui ont été inédites, des mobilisations massives qui ont duré dans le temps. Et c'est des contestations que malgré on dit depuis 3 mois, mais il faut se rappeler qu'ils se sont produits depuis la réélection d'Ibeka à 2018. De là, l'importance de ne pas oublier tous les épisodes précédents, les contextes historiques du Mali. Non? Donc, on voit comment la citoyenneté malienne s'approprie de la vie politique, une citoyenneté qui milite, qui s'engage, qui s'émancipe dans l'espace public. Et donc, il faut, à mon regard, éviter, éclipser l'importance de cette mobilisation sociale à partir de ce coup d'État, qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État per se, car derrière ce coup d'État, il n'y a pas que la composante militaire. Il y a les acteurs religieux, il y a les acteurs de l'opposition, il y a l'armée, il y a les Maliennes. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est vraiment, à mon regard, très réductionniste, non, le fait de penser à ces coupes d'État en tant qu'un coup d'État militaire, percé, comme je disais tout à l'heure, sinon qu'il s'agit d'un coup d'État qui englobe toute la masse malienne, c'est-à-dire les religieux et l'opposition, comme je viens d'évoquer. C'est un coup d'État finalement qui est venu pour achever, au regard de la population, un malaise général lié aux institutions, lié aussi au résultat électoral, lié à la gestion des affaires publiques, parce que, vous le savez tous, le vrai souci de Mali actuellement, c'est la crise de confiance de la population vers les institutions qui sont attrapées par une corruption qui est vraiment très, très violente, non? Et de là qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de refondre l'État. Ça, c'est un premier point que pour moi, c'était fondamental. Post-coup d'État, voilà, émancipation de la citoyenneté, non? Et le deuxième point que je voulais marquer, c'est le suivant. Penser que ce coup d'État, pour renforcer la crise sécuritaire de Mali ou renforcer l'instabilité, pour moi, cette idée est complètement fausse. Car le Mali, il vit actuellement une crise qui est perpétuelle depuis l'indépendance à cause de son nord sécessionniste. D'ailleurs, le coup d'État n'affectait pas véritablement le nord, car depuis 2012, il se gère par des mouvements armés, soi-disant la plateforme, la coordination, c'est-à-dire il est géré par les sécessionnistes. Et donc, actuellement, le Nord se gère comme un État parallèle pour lequel le coup d'État seulement l'intéresse aux sécessionnistes afin de voir dans quelle mesure l'accord de paix d'Alger va s'appliquer selon leurs prérogatives, non? Ça, c'est très important. Moi, c'est possible que
que c'est très fort lorsque je dis que c'est un coup d'État pour le Sud. Il ne s'agit pas d'un coup d'État pour le Nord, pour des raisons que je viens d'exprimer, non? Et en plus, il est très clair aussi que cette gouvernance sécuritaire ne dépend pas aujourd'hui de l'État malien. La souveraineté sécuritaire n'est pas dans les mains de Maliens, sinon il est dans des mains de Français, des Européens, des Nations Unies. Ça, c'est aussi très important comme deuxième point pour moi. Le coup d'État ne peut pas renforcer la crise sécuritaire, car il existe déjà depuis longtemps. Et troisième point aussi, que je trouve que c'est très important à évoquer suite à ce coup d'État et suite notamment à ces mouvements sociaux et ces contestations populaires, c'est la figure de Mohamed Dicko, que vous le connaissez tous si vous suivez l'actualité malienne évidemment. Et Mohamed Dicko, il est membre et il est même à la tête de ce mouvement M5 qui a mobilisé la citoyenneté malienne. Non? Moi, je trouve qu'on arrive dans un moment donné où Dicko se consolide comme un acteur incontournable vraiment dans les paysages politiques du Mali. C'est un acteur politique majeur. Il a gagné la légitimité populaire de son peuple à travers un discours puissant religieux toujours connecté avec la politique, un discours qui était connecté avec tous les soucis des Mali en termes sécuritaires, en termes politiques, en termes aussi sociaux. Il faut passer par lui, ou bien il faut négocier avec lui et pour avoir de la crédibilité en tant que mouvement ou bien en tant que candidat. Et donc, il arrive à avoir une crédibilité indiscutable qu'aucun acteur aujourd'hui au Mali a réussi à avoir. Non? Et donc, Dicko, il est accepté par la communauté. Ça, c'est important parce qu'on voit aujourd'hui un processus de transition qui commence à démarrer où il y a Dicko avec cette opposition politique, c'est-à-dire les pouvoirs civils, les anciennes élites, et il y a aussi une société civile qui, dans un moment donné, a refusé la candidature de Dicko en tant qu'acteur hybride et politico-religieux, car il appartient à la courant wahhabite et est en train d'éroder cet islam traditionnel soufi qui a régné toujours dans les scénarios maliens, non? Surtout dans le sud. Donc, ça, c'est intéressant de voir comment Dicko, avec sa capacité de mobilisation, est accepté par la communauté et accepté actuellement par tous les acteurs. Et donc, il devient vraiment un acteur, encore une fois, incontournable. Et ça nous montre comment le Mali a souffert d'abord une autre crise. Et quelle crise? C'est cette confusion entre la laïcité et l'indifférence. C'est-à-dire que l'État malien a confondu la laïcité avec l'indifférence, car il a permis que l'espace public religieux soit occupé par des acteurs religieux et cet espace public a échappé l'État. De là que Dicko, actuellement, qui s'est émancipé dans les scénarios maliens en tant qu'acteur religieux, qui devient un acteur politique qui est capable de mobiliser jusqu'à guider un mouvement qu'il a suivi et auquel on a vu vraiment la participation massive d'autres acteurs à part de la société civile. Non? Et donc, c'est aussi un point que je voulais évoquer et c'est une manière de résumer pour moi la suite de ces coupes d'État. Encore une fois, émergence d'une citoyenneté et qu'on a visibilisé de manière inédite, qui va participer de manière inédite dans une table de négociation, donc de là la socialisation avec le système, non? Et le deuxième point, encore une fois, on n'est plus dans une situation d'insécurité à cause de ces coupes d'État, qu'il ne s'agit pas que d'un coup d'État armé, sinon il y a tout le pouvoir civil à côté. Et troisième point, la figure de Dicko qui est en train de transformer aussi le paysage religieux. Donc aujourd'hui, on est en train de parler surtout des acteurs politico-religieux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, vendredi, il y avait un appel à la prière où Dicko essaie de se projeter comme un homme politique loin de radicalisme, comme on disait depuis l'extérieur, car il a fait une invitation aux chrétiens, il a fait une invitation aussi à son rival religieux, Haïdara, de la courant soufi religieux. Donc, c'est très intéressant de comment il est en train agglomérer ou agglutiner loin. Je trouve qu'on est dans un moment d'inflexion totale par rapport à l'avenir
Et c'est vraiment une conjoncture très belle à ne pas rater de la part de ces nouvelles élites, si je me permets à dire ça. Merci, Rachid. Ouais. Merci, Béatrice, pour ces différents points abordés. La parole est tout de suite à Ali Toukara. Oui, je pense que l'introduction déjà était très illustrative. Et puis, l'intervention également de Brigitte, je crois qu'elle a quand même ramassé de façon, si vous voulez, la crise sociopolitique délétère que connaît présentement le Mali. Mais très rapidement, vu les contraintes temporelles, je vais rapidement commencer par les facteurs quand même qui expliquent l'état actuel. Parmi ceux-ci, il faut d'emblée parler de tout ce qui est insécurité dans les régions dites nord du Mali, Gao, Tombouctou, Menaka, jusqu'à Kidal. De la même manière également, les régions dites du Mali, Ségou, Mopti. Donc, ce sont ces difficultés liées à l'offre sécuritaire que beaucoup de Maliens, ça a été rappelé, avaient quand même fondu tous les soirs dans le président Ibrahim Keïta lorsqu'il venait au pouvoir. Mais malheureusement, le premier quinquennat du président Keïta n'a pas permis aux Maliens d'apporter des réponses durables à cette question liée à l'insécurité. De la même manière également, très rapidement, quand vous regardez un peu un accord a été signé entre l'État central du Mali et les ex-rebelles en 2015, mais lequel accord, il peine quand même à être incorporé par un nombre important de Maliens. Donc le président Keïta, durant les 7 années de son pouvoir, n'a pas pu donner satisfaction quant à l'effectif de cet accord pour la paix et la réconciliation. Rappelons quand même que cet accord pour la paix et la réconciliation, qui est aussi cher pour le Mali ainsi que pour ses partenaires, il reste un accord qui est légitimé par un nombre important de Maliens pour des raisons liées à la non-inclusivité, pour des raisons liées au fait qu'il soit la volonté d'une ultra-minorité de population, notamment dans la région de Kidal. Et un autre aspect important, c'est vrai que le référentiel religieux revient dans pas mal de débats lorsqu'on évoque le mouvement M5 avec sa figure emblématique, Cheikh Imam Dicko. Il ne faut pas oublier, les premiers résistants dans le contexte malien à l'administration coloniale étaient quand même ces religieux. Je pense à Cheikh Ahmadullah, dont son enfant bénéficie derrière sa légitimité à Nioro, dans la première région du Mali. Et de la même manière également, quand vous prenez Firoun, dans la région du Nord, c'est donc c'est pour vous dire que le fait religieux a toujours été quelque chose de présent dans le champ politique malien. Je pense que la légitimité qu'a Imam Dicko aujourd'hui, vouloir le réduire à sa seule dimension religieuse, serait de gommer toute la complexité du problème. Je pense qu'il faut vraiment voir quels sont les facteurs qui expliqueraient aujourd'hui la légitimité dont jurait Imam Dicko. Il a été même présent des années 90 à aujourd'hui, en fait, l'avènement de la démocratie dans le contexte malien aujourd'hui. Tous les grands rendez-vous ont caractérisé sa présence. Donc tout cela a permis à l'imam Dicko d'asseoir sa légitimité, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit même partisan des religions dites traditionnelles. Mais concrètement, quand vous regardez un peu le contexte, vous allez vous rendre compte que le M5, dans ses différentes sorties, a toujours mis en relief la mauvaise gouvernance, qui est quand même quelque chose de partageable par un nombre important de Maliens. Laquelle mauvaise gouvernance atteint son apogée à la suite des élections législatives qui ont été organisées mars-avril 2020, lesquelles élections législatives, malheureusement, se sont mis contestées dans au moins une trentaine de circonscriptions. C'est là que beaucoup de Maliens ont clairement, vraiment se sont distancés du président Keïta ainsi que de tout son entourage. Ça, c'est extrêmement important. Alors maintenant, comment comprendre les dynamiques actuelles? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les politiciens ont du mal, ça va être un point rapidement, ont du mal à mobiliser un nombre important de Maliens autour de l'offre politique. Le Mali il fait partie quand même d'un des rares pays à travers le monde où, effectivement, l'offre politique est très mal perçue par les électeurs notamment.
voilà, majoritairement des politiques qui sont traversées par des pratiques collectives ou qui sont quand même étiquetées de ne pas être au service de la nation, mais ils se servent de la nation et de servir la nation. Les hommes politiques sont perçus majoritairement par les Maliens comme des acteurs capables d'apporter des réponses durables à toutes ces souffrances auxquelles ils font l'objet, notamment les questions d'éducation, les questions de santé. Quand vous allez quand même à l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte que les fondamentaux du vivre ensemble, l'accès à l'eau potable, demeurent un luxe. On ne parle pas d'électricité quand même. Déjà, même dans la capitale, on a des quartiers périphériques qui sont loin d'être électrifiés. Cela fait qu'aujourd'hui, un nombre important de Maliens peinent pour à l'offre politique. C'est toute la particularité. Tous ceux qui ont gouverné des années 90 à aujourd'hui, beaucoup sont venus dans le champ politique étant pauvres, parce que quand même, on se connaît dans les quartiers, dans les villes, mais au bout de 2 ans, ce sont ces mêmes politiques qu'on les voit dans des véhicules luxueux, dans des villages somptueux. Donc, ça crée un fossé net entre, si vous voulez, l'électorat et l'élite. Donc, c'est ce fossé qui va être comblé par des gens comme Imam Dicko et d'autres figures également religieuses, telles que Cheikh Haïdara également, qui est une des figures religieuses emblématiques dans le contexte malien. Donc, très rapidement, voilà, de rassemblement à rassemblement, on se rend compte que ce qui est exigé par le M5, qui était dans les premiers temps le départ du président Keïta et tout son système, et puis vraiment une refonte de l'État malien. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'accordent sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement voilà, de tout réduire aux questions électorales. C'est vrai que les élections législatives ont été quand même le déclencheur de ce soulèvement récent, mais surtout, il ne faut pas aussi tout réduire à l'aspect religieux, parce qu'il est vraiment marginal l'aspect religieux quand on questionne de façon profonde cette situation délétère. Maintenant, lorsque le régime est déchu, naturellement, il y a des médiations pendant différents soulèvements du M5, des médiations menées par des acteurs nationaux, les partenaires du Mali, les pays de la sous-région, notamment la CEDEAO. Mais toutes ces médiations n'ont pas permis aux deux parties, justement, de s'accorder sur une feuille sur un projet de sortie de crise politique jusqu'à ce qu'on a assisté le 18 août, si vous voulez, la fin du quinquennat du président Keïta. Mais ce qui est important à ajouter rapidement, quand vous regardez un peu ce coup d'État, c'est vrai, du point de vue institutionnel, sans équivoque, le coup d'État a été condamné à la fois par les acteurs nationaux, les partenaires du Mali, la communauté internationale, même les différentes instances de la sous-région. Mais en dépit de la condamnation, reconnaissons quand même qu'il reste un coup d'État qui est très populaire, car les militaires eux-mêmes le disent, continuent à le réitérer d'ailleurs, ils sont un parachèvement du travail qui avait été déjà amorcé à travers les différents regroupements qu'a fait le M5. Donc, ce n'est pas pour rien que le jour du coup d'État, on voyait voilà, beaucoup de Maliens sur les artères, au carrefour, qui applaudissaient les militaires dans leur va-et-vient. Donc, tout cela dénote à combien la crise malienne, elle n'est pas électorale. La crise malienne, elle ne questionne pas seulement la présence du religieux, mais plutôt ça interroge à combien il y a un malaise même quant au fonctionnement de l'État. Il y a un malaise surtout quant à la manière dont la justice est distribuée. Rappelons quand même que l'avenir du président Keïta, beaucoup de ses proches avaient été cités dans des rapports très sérieux. Lesquels rapports font l'État des malversations financières. Mais malheureusement, ses proches n'ont pas été inquiétés par la justice. Les quelques-uns qui sont vus devant les tribunaux, voilà, au bout du tunnel, la procédure a été relâchée. Donc tout cela clairement nourrit le sentiment chez un nombre important de Maliens d'avoir affaire avec un État qui rendrait la justice à géométrie variable, d'avoir affaire avec une élite politique aux commandes qui serait moins soucieuse des attentes légitimes pour les communautés, notamment celles en proie à l'insécurité dans les régions du nord du Mali ainsi que celles du centre. Donc, en somme, voilà, il y a vraiment toute une connexion des facteurs
qui expliquait le pourquoi aujourd'hui de cette situation délétère dans le contexte malien. Mais surtout, quand on regarde, Maïga va développer davantage pour gagner du temps, voilà, les différentes sanctions qui ont été infligées par la CEDEAO à l'encontre de l'État central du Mali ainsi qu'à l'encontre de la junte militaire, on va se rendre compte que même la CEDEAO également à son tour est en train de tout réduire à la question de temporalité de la transition. Or, on sait que apporter des réformes sérieuses, apporter des réformes courageuses dans une telle situation délicate, naturellement, tout cela demanderait du temps, tout cela demanderait des hommes et des femmes qui obéiraient à plus d'éthique, à plus de morale. Or, vouloir aller aux élections dans 6 mois, dans 1 an, on risquerait juste de déplacer le centre de gravité. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter ici. Les 7 minutes sont sérieusement écoulées. Voilà, merci de l'attention. Merci à vous, Monsieur Tunkara. Chers collègues, Monsieur Maïga, la parole est à vous. Merci beaucoup au laboratoire pour l'invitation. Je pense que j'articulerai en fait mon intervention autour de 2 ou 3 points. Le premier porte sur le coup d'État lui-même. Alors, Béatrice a bien évoqué la complexité de ce coup de force et la nécessité surtout de ne pas réduire les événements qui se sont passés le 18 et 19 août à une simple émission de militaires. Tout simplement parce que cela nous ferait passer à côté de l'essentiel. Bien entendu, il y a des éléments de ressemblance avec la situation de 2012, que le pays a connu en 2012 avec le coup d'État contre le président Touré, le président ATT. Les mêmes mots, les mêmes mots AUX, reprochés au président ATT ont également été ceux utilisés par la junte de Kati, par le CNSP notamment. Mauvaise gouvernance, corruption endémique, surfacturation, détournement, collusion éventuelle avec des acteurs criminels. Mais il y a aussi des éléments de différenciation, bien entendu. Le premier, peut-être le plus important élément de différenciation, c'est l'identité même des auteurs du coup. On n'est pas en face d'officiers, de sous-officiers ou encore de soldats du rang. C'est des officiers supérieurs pour la plupart qui ont mené le coup. C'est des officiers disposant la plupart de commandement. Donc, il y avait des éléments à leur disposition qui ont perpétré ce coup-là. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est aussi l'une des raisons, l'une des explications par rapport à la façon dont le putsch a été mené, sans grande effusion de sang, sans grande violence. Bien entendu, il y a eu des dégâts matériels. Les sources hospitalières ont également rapporté des morts indirectes, soit par balles perdues ou dans le cadre de... L'un des éléments de différenciation avec le coup qui a eu lieu en 2012, c'est l'identité ou le grade de ceux qui ont perpétré ce coup-là. Autant en 2012, on était face à des sous-officiers ou à des soldats du rang qui n'avaient pas une grande idée en fait des règles de jeu ou des règles du jeu. Autant on est face à des officiers supérieurs et surtout à des officiers disposant de commandement pour la plupart. Donc c'est des officiers qui ont des troupes à leur disposition. Et c'est ce qui explique en partie la facile rapidité en fait, ou la facilité déconcertante avec laquelle les événements se sont déroulés, sans trop grande violence, sans trop grande diffusion de sang, puisque le CNSP n'a rapporté aucun mort, aucune victime humaine, même si des sources hospitalières ont rapporté quelques victimes. Donc tout ça pour dire en fait que ce coup d'État, on peut effectivement longtemps discuter de la qualification qu'on lui donne, mais quoi qu'il en soit, il tranche avec le coup d'État de 2012. Il tranche avec le coup d'État de 2012 parce qu'il est intervenu aussi dans un cadre de contestation populaire, de mobilisation populaire depuis 3 mois. Béatrice l'a rappelé. Donc c'est pas un coup d'État qui est intervenu presque de nulle part, même s'il y a très peu de coups d'État qui viennent de nulle part. Mais c'est un élément important à signaler.
Je ne sais pas s'il faut parler de parachèvement. Bon, je crois que les politiques sont dans leur rôle quand ils parlent de parachèvement, mais ça intervient dans un contexte de mobilisation populaire. En 2012, on n'a pas connu cela. En 2012, il y a eu bien entendu des manifestations, essentiellement des, euh, disons, des mouvements de colère contre le président ADT, provenant essentiellement de familles de militaires. Cette fois-ci, c'est quand même une partie du peuple qui était dans la rue, une grande partie de la population malienne qui était dans la rue pour réclamer la démission du président Ibeka. Le deuxième élément qui me semble important, c'est tout de même la réaction des acteurs régionaux et internationaux. Bien entendu, il y a eu des condamnations qui ont fusé depuis l'annonce du coup d'État, de la tentative même de coup d'État. Mais ces condamnations témoignent non seulement, de mon point de vue, d'un manque sérieux d'introspection, mais aussi de responsabilisation de la part de la communauté internationale, qui a quand même eu quelques occasions de désamorcer la crise avant le coup d'État. Cela me semble un élément extrêmement important. Il ne faut pas oublier que depuis 2013, le Mali est presque sous assistance, une forte présence de la communauté internationale dans le pays à travers la MINUSMA, 14 000 hommes, Barkhane, on parle de 2 000 hommes uniquement au Mali, 5 000 sur l'ensemble des pays du G5 Sahel. Bon, voilà, même si certains pays n'ont presque pas d'éléments sur leur sol. Quoi qu'il en soit, il y a une présence internationale très forte et ce coup d'État intervient malgré tout dans ce contexte-là. Donc, je crois qu'il y a un travail de remise d'introspection à faire de la part des acteurs régionaux, mais aussi internationaux. Ali le signalait, je pense que la CEDEAO a fait aussi peut-être une mauvaise lecture de la situation lors des premières rencontres avec les acteurs. Elle a malheureusement, dans un premier temps, réduit la crise que traversait le pays, en particulier dans la capitale, comme une crise post-électorale. Même si elle avait toutes les apparences d'une crise post-électorale, la crise était beaucoup plus profonde. Et je crois que Ali l'a rappelé, cette crise provient d'une exaspération liée en partie à la situation sécuritaire, à la situation économique, à la situation d'impunité dans le pays. Et donc, tous ces éléments ont finalement servi de charbon, de combustible à la situation qui a été déclenchée après les élections législatives. Encore une fois, je pense que ça a été peut-être l'un des éléments déclencheurs, mais quand on regarde de très près le mouvement du M5, il y a finalement très peu d'acteurs qui ont participé à ces élections législatives. Donc, je crois que il ne faut pas nécessairement tout lier à ces élections-là, même si, bien sûr, il y a le timing qui est lié aux élections, le timing de la mobilisation, le timing de la formation du M5. Et donc, tous ces acteurs ont peut-être, à commencer par les acteurs nationaux, à commencer par le pouvoir d'Ibeka, ont sous-estimé la sorte de changement dans le pays. Et je crois que cela s'est vérifié tout au long de la médiation de la CEDEAO et des propositions qu'elle formulait à l'endroit des autorités maliennes. Je crois que bon, pour revenir un peu au coup d'État, je pense que Béatrice l'a dit de façon assez provocatrice, on va dire. Est-ce que c'est un coup d'État pour le Sud? C'est peut-être même un coup d'État pour Bamako. Je ne sais pas si les régions ont véritablement bougé après le coup d'État. Bon, la vie a repris son cours à Bamako, mais on sent quand même qu'il y a, voilà, toutes les discussions tournent autour du coup d'État et de la situation, ce qui n'est pas le cas dans les régions du Nord, dans les régions du Centre, où les gens ont d'autres préoccupations, où les gens sont presque résignés par cet abandon de l'État malien depuis très longtemps. Donc, ce qui est reproché finalement au pouvoir d'Ibeka depuis quelques mois à Bamako, c'est ce que les gens vivent au quotidien dans ces régions-là. Mais après, je pense par contre, il faut être prudent sur l'impact que peut avoir ce coup d'État sur le plan sécuritaire notamment. Évidemment, il y a une crise sécuritaire qui est là depuis longtemps. Je n'irai pas jusqu'à dire que cela n'aura aucune incidence sur la situation sécuritaire.
d'autant plus que l'expérience malienne nous montre que les groupes ont souvent profité de la confusion au niveau de Bamako, au niveau du pouvoir politique, pour s'implanter, avancer, gagner du terrain. Dans un contexte où l'armée est en pleine reconstruction, une confusion, une implication, une confrontation entre les militaires et les civils, par exemple, ou entre les militaires eux-mêmes à Bamako, il risque effectivement d'avoir un impact tout de même sur le terrain, sur le moral des troupes, sur la capacité des troupes à réagir ou à répondre aux assauts répétés de ces groupes-là. Et je vais terminer, désolé d'avoir été long, je vais terminer par le point sur la suite finalement à donner à ce coup d'État et à l'occasion, aux occasions qu'on peut en tirer. Je ne sais pas s'il faut parler d'opportunités, mais en tout cas, il y a des occasions qui viennent avec ce changement de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on sent le décalage très fort entre la communauté internationale, la communauté régionale et une grande partie de la population malienne qui a accueilli avec soulagement le départ, la démission forcée ou pas forcée du président Ibeka. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a bien entendu, il y a une volonté de la CEDEAO de ne pas laisser prospérer ce type d'aventure dans un contexte où quelques pays, en particulier les pays voisins, une partie des pays voisins va bientôt aller aux élections présidentielles pour certains, générales pour d'autres. Il y a bien entendu l'objectif d'éviter de créer un précédent qui peut être dangereux pour la région. Est-ce que les militaires sont finalement fondés à intervenir en cas de blocage politique, en cas de mésentente ou d'impasse politique? Donc, je crois qu'il y a un message de fermeté que les chefs d'État ont envie de faire passer, et ça, c'est sans considération pour leur situation de politique interne. Il y a bien entendu des enjeux de politique interne à regarder de près, et qui peuvent expliquer aussi les réactions des uns et des autres. Mais je crois qu'il y a aussi peut-être, je crois que Tunkara a terminé là-dessus, la question de la transition. Aujourd'hui, le débat est malheureusement pris en otage par des acteurs qui focalisent les échanges et les discussions, la réflexion sur la durée de la transition, sur les acteurs de la transition, civils ou militaires, alors même que le débat au Mali aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de la transition, quel contenu on donne à la transition, sans nécessairement vouloir que la transition fasse tout, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas envisageable. Quels sont les chantiers majeurs que la transition peut aborder, dans l'optique aussi de créer une dynamique d'irréversibilité pour les autorités, pour les prochaines autorités. Parce qu'on le sait très bien, les autorités qui sont élues font essentiellement de la politique d'abord, et après peuvent, en fonction des circonstances, se lancer dans des réformes. Donc je crois qu'il y a bien entendu un message qui doit être compris par les acteurs politiques maliens, mais aussi par les acteurs régionaux qui aujourd'hui font de la durée de la transition un élément quasi dogmatique. C'est 12 mois ou moins, mais pas plus. Et je crois que le fait de prendre les choses dans cet ordre peut nous conduire malheureusement à connaître une nouvelle secousse dans quelques mois, dans quelques années. Et je crois que pour l'instant, j'ai le sentiment, en discutant avec les acteurs, tant à l'interne qu'à l'externe, qu'il y a comme une espèce il y a comme une impression que le Mali ne peut pas tomber plus bas. Alors même que je crois que sans revenir en détail sur la situation sécuritaire, sur la présence d'acteurs armés, d'acteurs aujourd'hui portant un projet politique, religieux, on peut mettre le label qu'on veut sur leur projet, mais porteurs de projet, je crois qu'il est extrêmement dangereux de tenter ce pari-là. Et donc, je crois que les débats autour du contenu de la transition doivent être les débats qui animent aujourd'hui la vie politique, non seulement sur le plan national, mais aussi dans les couloirs ou dans les réunions de la CEDEAO. Et je m'arrête là, je suis heureux de rester pour le reste du webinaire.
Merci, Monsieur Maïga. Très bien. On va prendre peut-être 10 minutes là pour quelques questions. Et j'en ai deux en particulier. Et notamment une première question sur la légitimité démocratique du coup d'État. Béatrice a commencé en parlant d'un coup d'État du Sud, ce que M. Maïga a confirmé également, en disant que c'est même voire Bamako, donc on serait peut-être dans un conflit des élites, et la représentativité populaire de ce coup d'État est bien inscrite pour autant dans le Comité national pour le salut du peuple. Donc on a bien ici la question en fait de la démocratie dans ce pays et de l'unité nationale aussi, qui est souvent revendiquée ici. Et notamment quand on entend également Dr Tounkara tout à l'heure qui nous disait que les fondamentaux, les services publics de base d'un État sont complètement défaillants et absents au centre et au nord du pays. Et ce que Béatrice également confirmait en disant tout à l'heure qu'on a une gouvernance du nord quasiment isolée par rapport à ce qui se passe au sud. Donc voilà, la première question serait sur cette territorialisation en fait, des enjeux politiques en cours et le caractère démocratique ou pas de ce coup d'État. C'est très difficile aujourd'hui vraiment défendre un coup d'État, non? Parce que lorsqu'on parle d'un coup d'État, c'est automatiquement impossible d'être accepté pour une question simple. C'est un principe démocratique, non? Il n'est pas démocratique, un coup d'État en tant que tel. Bien. Mais si je commence à faire une révision de tout ce qui s'est passé de la région du Nord d'Afrique, ou même de la région du Sahel, par rapport, par exemple, à la printemps arabe, où il y avait des interventions internationales pour soutenir la masse populaire contre des régimes qui ont osé à utiliser leurs armes et qui ont tiré des balles de feu contre leur population qui s'est manifestée de manière pacifique. Et on a accepté ça, c'est-à-dire qu'il y avait la OTAN qui intervient dans le scénario libyen, qui va protéger la population contre le régime de Muammar el-Kadhafi. C'est vrai que la comparaison, il faut faire attention par rapport à ces genres de comparaisons, mais c'est intéressant parce qu'on accepte sinon un coup d'État international qui va écraser un régime qui utilise la force, la violence, la répression contre son peuple, non? Et ici, dans une autre dimension et dans un autre niveau, on voit qu'il y avait une population qui sort de la rue de manière pacifique, qui se maintient dans le temps, et en plus, ce qui est intéressant, Ibrahim, qui est pour la première fois guidé, encadré, comme je disais tout à l'heure, soutenu par une participation hétéroclite de la citoyenneté, parce qu'il y avait les élites économiques, les élites politiques, les acteurs religieux, la société civile, la citoyenneté tout court. Et donc, c'est ça la différence par rapport à 2012. Maintenant, c'était un mouvement de contestation populaire, bien encadré, bien guidé, avec des réclamations très claires. Et c'est là où l'armée doit avoir une position très claire. Parce que le succès d'une mobilisation sociale, d'une révolution sociale, même d'une révolte, j'ai mis le cas de la Libye, que c'est l'extrême, mais on peut aller vers la Tunisie, on peut aller même de l'Égypte de Hosni Moubarak dans un moment donné, où la clé de succès d'une révolution sociale, c'était si l'armée intervient, on n'intervient pas. Et donc, c'est pour cela que tout le monde attendait quelle est la position qui va prendre l'armée par rapport à la population, par rapport à cette contestation populaire. Et là, on voit en Afrique de l'Ouest, dans le cas de Mali, que l'armée a pris une position de soutenir la masse populaire que, encore une fois, pour la première fois, était bien encadrée avec des leaderships très clairs, nom et prénom. Je trouve que ça, c'est très important. Le leadership, pour éviter en fait des déviations de ce mouvement qui peut arriver vers la violence. On a vu à Diko à plusieurs reprises toujours demander à la population, il faut vraiment réduire la tension, etc., etc. Et c'est ça ce que je trouve très intéressant en termes toujours des sciences politiques, mais aussi de la sociologie. Et donc, c'est pour cela, encore une fois, que je l'ai appelé dans un papier, c'est un coup d'État en 12 heures, c'est un coup d'État doux parce qu'on a vu que c'est un coup d'État qui finalement, il répond à cette mobilisation sociale inédite qui est venue pour jamais partir. Parce que ce qu'on a vu au Mali actuellement, encore une fois, je pense que c'est très important, c'est la visibilisation d'une citoyenneté
qui était un objet et qui d'un coup, il va occuper un rôle et qui finalement, le rôle sous lequel ils se sont mis a eu des résultats. Et c'est pour cela toutes ces joies, satisfaction, etc. Ouais. Et c'est très intéressant si on demande à la jeunesse actuellement, une jeunesse qui était complètement distanciée du système, une jeunesse qui pour la première fois, il est en train de se voir représenté, si vous voulez, dans l'espace, dans les paysages maliens. Non? Donc c'est comme si aussi en même temps, bon, voilà. Bon. Merci, Rachid. Merci, Béatrice. On va juste prendre une question de M. Boubacar Sidir Sidi Ali. Oui. Je vous en prie. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour l'excellence du débat, la qualité du débat. Alors, je voulais juste aussi remercier Béatrice Tounkara Meiga. Alors, moi, je parle ici en tant qu'acteur politique. En fait, je suis groupe armé et j'ai deux questions à poser. La première question, elle a déjà été posée par Béatrice. Pourquoi le monde entier a accepté les quelques coups d'État qui ont eu lieu en Égypte suite à des contestations qui ont eu lieu en Tunisie, qui ont eu lieu dans certains pays du monde et surtout de l'Afrique autour de nous, et n'accepte pas un coup d'État qui a quand même sauvé une situation quand deux partis politiques, deux tendances politiques étaient à couteau tiré au Mali. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, même si ce coup d'État, comme Béatrice le comprend comme un coup d'État du Sud, Meiga tout à l'heure a dit que c'est un coup d'État de Bamako. Nous, au nord, nous sommes divisés en deux parties. Il y a les populations civiles qui, au fait, pensent ou attendent l'espoir d'une baguette magique qui viendra surtout du gouvernement central, qui est celui de Bamako. Et cette baguette magique qui va leur ramener la sécurité, le développement et tout ce qui suit, tout ce qu'ils attendent. Les groupes armés qui ont un accord signé en 2015 avec le gouvernement du Mali, même si cet accord, selon l'entendement et je suis entièrement d'accord avec M. Tounkara, n'est pas compris par la majorité des Maliens, reste quand même un accord entre les groupes armés et le gouvernement du Mali, et qui a quand même été accompagné par une grande partie de la communauté internationale. Donc, ces groupes armés attendent aussi toujours la personne qui sera là, qui prendra les choses en main et qui voudra bien appliquer cet accord, surtout, je dis bien, dans sa phase de DDR, de démobilisation, de désarmement. Parce que tant que toutes ces armes circulent au nord et au centre du Mali, nous ne pouvons pas aspirer à un retour de la stabilité. Quelle sera la solution selon vous? Nous sommes déjà devant le fait accompli. Quelle est la meilleure solution de sortie des crises? Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Tounkara. Non, je disais que Rachid, c'est vrai que quand on interroge la question de légitimité de ces nations, notamment le fait qu'en Égypte, en Tunisie, coups similaires ont été perpétrés. Non, je disais que quand on interroge effectivement le pourquoi beaucoup d'acteurs considèrent le Mali comme un État mineur, le fait que, voilà, on a quand même vu récemment en Algérie toutes ces différentes formes de soulèvement où le Quai d'Orsay, la France notamment, et d'autres États ont quand même un intérêt particulier en Algérie, mais sont restés très prudents dans leur prise de position. Cela interroge à combien la question de l'assistanat dans le contexte malien. C'est quand même de 2012 à aujourd'hui, une bonne partie de l'offre sécuritaire est assurée par des acteurs non maliens. Donc, ce soutien apporté à l'État central du Mali a fait du Mali un État sous-tutelle. Ça, c'est extrêmement important. À telle enseigne que même certains Maliens ont fini par légitimer l'immixtion de l'autre dans les affaires internes. Donc, les gens attendent que M. Macron réagisse, ou les gens attendent que le ministre des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian, réagisse. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire à combien on a mis le Mali dans une posture d'assister mineur permanent. Donc ça, c'est extrêmement dangereux pour un État sérieux.
Donc, s'agissant effectivement de la question des territoires et le soulèvement, reconnaissons quand même que les différentes sorties du M5 ont quand même sérieusement impacté les différentes régions du pays, notamment même les régions du Nord, de la même manière également celles du Sud, y compris dans la diaspora malienne où des marches régulières avaient été organisées contre le quinquennat du président Keïta. Donc je pense que vouloir réduire aussi, d'ailleurs je l'ai dit dans l'ouvrage qui va paraître la semaine prochaine, en fait vouloir réduire les questions de développement aux seules régions du Nord, c'est vraiment de ne pas être sérieux avec l'analyse. En fait, toutes les sociétés rurales maliennes, sans exception, qu'on soit à Caï profond, à Sikasso profond, ce sont localités qui ne sont pas du Nord, l'État central est quand même tout à fait défaillant en termes de délivrance d'un certain nombre de services sociaux de base. Voilà, si vous prenez par exemple la première région du Mali, vous voyez une fontaine d'eau, elle est l'émanation des migrants. Vous comprendrez aisément. De la même manière également, vous allez dans la région de Sikasso qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, pratiquement toutes les sociétés rurales maliennes, le monde malien est quasi déserté par l'État central. Donc, je pense que c'est une des raisons qui expliquerait le pourquoi d'ailleurs beaucoup de Maliens ne se reconnaissent pas dans l'accord pour la paix et la réconciliation, parce que cet accord a non seulement ethnicisé les demandes sociétales, mais dans le même temps, il s'est forcé à territorialiser la misère, ce qui ne tient pas à l'analyse. Voilà. Juste pour les éléments qui ont été évoqués, notamment par un des intervenants qui a posé deux questions qui me semblent très précises. La première, c'est finalement les réactions à géométrie variable par rapport au coup d'État, à la notion de coup d'État. Je pense que, évidemment, il y a eu des condamnations de principe quasi unanimes, c'est-à-dire tous les acteurs régionaux, continentaux, internationaux ont condamné, presque tous ont condamné le coup d'État. Mais tous n'ont pas eu la même réaction par la suite. Il y a des acteurs qui ont décidé dès le lendemain du coup d'État de tourner la page d'Ibeka et d'aller de l'avant. Parce qu'ils ont senti que justement le coup d'État allait au-delà du CNSP, allait au-delà des militaires qui l'ont perpétré, intervenir dans un cadre de blocage politique finalement, où chacun cherchait une issue. Je pense qu'on était dans une situation de blocage, pas uniquement parce que le président n'avait pas d'offre à fournir, mais parce que le M5 lui-même n'avait plus d'alternative. Et donc, il était dans une approche jusqu'au boutiste. Et on peut même penser que le coup d'État, finalement, a été une forme de délivrance pour les deux acteurs et pour le président qui n'avait plus de solution à proposer, pris probablement presque en otage par un certain nombre de réalités, et le M5 qui avait aussi épuisé toutes ses cartouches, différentes manifestations, sorties, désobéissance civile, et donc il fallait à un moment ou à un autre qu'on trouve une issue. Et donc, je ne parlerai pas de soulagement de la part d'Ibeka, mais je crois qu'il y a presque un réalisme qui s'est imposé par la fin. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a bien entendu des condamnations de principe, mais les acteurs n'ont pas agi de la même manière. Et il y a des pays qui ont, oui, évidemment, parce que c'est leur doctrine, ils ne peuvent pas collaborer avec les autorités militaires, ont été obligés de suspendre leur financement, leur coopération avec le Mali pour la période actuelle. Mais ils n'ont absolument pas la même position là-dessus. Au sein même de la CEDEAO, il y a des divergences entre les chefs d'État sur l'attitude à mener vis-à-vis du Mali, vis-à-vis des militaires, vis-à-vis par rapport à la flexibilité qu'on peut avoir par rapport à la situation toute particulière du Mali. Encore une fois, c'est dans le cadre d'une contestation populaire, une mobilisation populaire qui dure depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années déjà, comme vous l'avez rappelé, qui se sont amplifiées après l'élection d'Ibeka en 2018. Alors, je pense qu'il faut aussi peut-être faire la distinction entre le M5 et le CNSP. Bien entendu, le M5 est un mouvement, on l'a dit, hétéroclite, hétérogène, mais la force du M5, c'est qu'il était aussi, dans une certaine mesure, représentatif de la société malienne. On avait à peu près toutes les couches
sociale, professionnelle au sein de ce regroupement-là. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, la question que je me posais et le point que je soulevais par rapport au coup d'État en lui-même, c'est l'action des militaires, le coup d'État en lui-même. Je disais que c'est un coup d'État à Bamako parce que finalement, quand on regarde la carte sécuritaire, on avait l'impression déjà que Bamako avait une situation assez spécifique par rapport aux autres régions du Mali, en termes d'intensité de la menace qui pesait sur le pays tout entier. Donc, je crois que ça vient juste, voilà, dans l'ordre des choses, le coup d'État se fait beaucoup plus sentir ici que dans le reste du pays. Après, je crois que votre interlocuteur a parlé bien entendu, des attentes des populations vis-à-vis de l'État central. Même là, je serais un peu plus nuancé. Je pense que même les populations civiles n'ont pas nécessairement les mêmes attentes ou le même niveau d'attente vis-à-vis de l'État central. Ces populations se débrouillent plus ou moins bien depuis l'absence, depuis le départ de l'État, dans certains cas. Dans d'autres, l'État n'a jamais été véritablement présent. Donc, voilà, je crois que même ça, c'est à nuancer. Le deuxième point, sa deuxième question, c'était par rapport à la sortie de crise. Je crois que il y a aujourd'hui une confusion entre le CNSP et la transition ou l'organe de transition. Je crois que le CNSP est une pré-transition vers la transition. J'entends beaucoup en fait les gens. Il y a une acte fondamental qui a été rendu public hier, qui confère au président du CNSP la qualité de chef de l'État. Mais il ne faut absolument pas, de mon point de vue, confondre la transition avec le CNSP. Le CNSP est une étape pour aller vers la transition. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure à la fin de mon intervention, c'est que pour que cette situation se transforme en occasion ou en opportunité, il y a des préalables. Et pour moi, l'un des préalables, c'est justement de s'intéresser au contenu de la transition. Qu'est-ce que les Maliens n'ont pas fait en 2012? Les Maliens, en 2012, ont manifesté, je pense, cette soif de changement. Il y a eu, instrumentalisé ou pas, des manifestations contre la CEDEAO pour lui faire comprendre que le problème au Mali allait au-delà du coup d'État, allait au-delà de la situation dans le nord du pays, et qu'il y avait un mal-être, une malgouvernance, une mauvaise gouvernance dans le pays, et qu'il fallait prendre le temps de traiter une partie de ces mots-là pour ne pas retomber dans les mêmes travers. On leur a dit non, vous savez, la transition par définition, elle est courte, elle doit être courte. On vous met le président de l'Assemblée nationale, vous tombez d'accord sur une feuille de route dont l'objectif ultime est l'organisation d'élections présidentielles, point barre. Ensuite, le président élu va mener les réformes pour vous, les réformes que vous souhaitez. 8 ans après, coup d'État. Donc, je crois qu'il est aussi important de s'interroger sur cette démarche-là et de tirer les leçons et les enseignements de 2012. Et c'est la raison pour laquelle je crois que pour que cette situation soit une occasion, une opportunité, il faut qu'elle soit saisie pleinement pour au moins prendre en charge un certain nombre de points. Je pense que l'un des éléments qui rejoint un peu la mise en œuvre de l'accord de paix dont on parle, et évidemment, c'est un accord qui n'est pas très populaire, en particulier à Bamako, mais je ne suis pas sûr que si vous demandez aux gens pourquoi vous n'aimez pas l'accord, qu'ils soient en mesure de vous répondre. Donc, il y a une méconnaissance de cet accord-là. Mais je crois que ce qui est important, c'est de saisir aussi cette occasion pour prendre en charge certains des éléments fondamentaux de l'accord de paix. La question de la régionalisation, la question de la décentralisation doivent en partie trouver une réponse dans la nouvelle constitution qui doit être adoptée par les Maliens, discutée et adoptée par les Maliens. Donc moi, je crois qu'il y a cette réforme importante sur laquelle il sera important pour la transition de travailler. L'autre réforme importante de mon point de vue, c'est la question du système électoral. On ne peut pas partir aux élections avec le système électoral actuel. Aller aux élections avec le cadre électoral actuel, c'est aller se jeter dans une nouvelle crise post-électorale. Parce que les organes seront contestés, parce que les mécanismes seront contestés, le fichier électoral sera contesté. Et donc, tous ces éléments-là doivent aussi trouver une partie de leur réponse ou un début de réponse dans cette période qui est en train de s'ouvrir pour le Mali. Et je crois que c'est une des pistes que les Maliens doivent explorer. La transition, la durée est importante, bien entendu, pour rassurer les partenaires internationaux, mais attention à ne pas trop focaliser, à mettre trop d'énergie sur la durée. Le contenu est probablement le plus important que le contenant, et le contenu doit définir le contenant.
Pour revenir à votre question sur Diko, Diko, bien évidemment, c'est quelqu'un qui veut se poser en autorité morale et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais voulu véritablement être associé de très près au M5, même si le M5 a tout fait pour tirer la couverture de Diko vers lui. Parce que justement, quand on regarde le leadership de ce M5, il est composé en grande partie par des anciens alliés d'Ibeka. Donc, en manque de légitimité, en manque de crédibilité. Mais Diko avait aussi besoin de ces politiques-là qui maîtrisent la mobilisation, l'art de la mobilisation, qui maîtrisent le discours politique, qui peuvent donner un habillage politique à des revendications qui sont effectivement d'ordre plus moral que politique en réalité. Maintenant, je pense que Diko, dans son schéma, il sera probablement pas très loin de ce qui va se passer de la transition et même de l'après-transition. Je crois que son objectif ou l'un de ses objectifs sera de continuer à apaiser. Il va continuer à regarder, à suivre de très près la situation au pays. Et contrairement à l'impression qu'il a pu donner au lendemain du coup d'État où il a exprimé son intention de se retirer dans sa mosquée, je crois qu'il faut encore compter avec lui au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Et pour terminer, et Diko et le M5, et je pense que c'est un des éléments aussi qui doivent être pris en compte et en considération par la communauté régionale et la communauté internationale. Vous avez des éléments aujourd'hui, évidemment, à qui on ne peut pas totalement confier la transition. Diko, je ne suis pas sûr qu'il fasse consensus. Enfin, je suis sûr qu'il ne fait pas consensus au sein des acteurs internationaux et régionaux. Au sein des acteurs nationaux, ça reste encore à voir. Je ne suis pas sûr non plus qu'il fasse consensus, même s'il donne une apparence de consensus aujourd'hui. Une chose est de protester, une autre est de diriger. Donc, si jamais Diko se présente, ou on présente Diko comme, on propose Diko comme le président de la transition, je crains que des oppositions plus fortes ne surgissent. Et donc, même si ces acteurs ne peuvent pas jouer les premiers rôles, ce serait, de mon point de vue, une erreur de les écarter totalement. Et je crois qu'on ne pourra même pas les écarter totalement du processus ou de la phase qui est en train de se mettre en place au Mali. Merci. On va tout de suite enchaîner sur la deuxième partie. Situation donc du coup internationale et régionale, la réaction des différents acteurs. Yousra Hamdaoui. Oui, alors merci Rachid. Je remercie le LASPAD pour l'organisation de ce séminaire virtuel qui nous permet d'avoir des éclairages sur la situation actuelle au Mali. Alors, dans cette partie, il me semble nécessaire de m'attarder sur la position de la CEDEAO après le récent coup d'État au Mali et ensuite la crainte d'un éventuel ralentissement de la lutte antiterroriste par les acteurs internationaux qui sont impliqués dans ce processus. Alors, au niveau régional, ou particulièrement au niveau de la CEDEAO, cette nouvelle situation, il me semble qu'elle va accentuer la crise de confiance et de crédibilité dans les institutions régionales, notamment après les réactions de condamnation ferme du coup d'État par la CEDEAO, la fermeture des frontières avec le Mali et l'imposition d'un blocus économique et financier au détriment de la volonté de changement des citoyens maliens. Donc, les sanctions de la CEDEAO peuvent se traduire, à mon sens, comme par la crainte d'un effet domino ou l'avènement d'un été populaire sahélien dans la région, particulièrement dans les pays qui sont touchés par le terrorisme. On a vu dans l'épisode de la médiation de la CEDEAO, entre la médiation de la CEDEAO et de la junte, sur la durée il y a eu des désaccords en fait sur la durée de transition qui ont été considérés comme une ingérence dans les affaires maliennes, des affaires qui doivent se gérer entre les Maliens. Donc je pense que la CEDEAO sortira affaiblie de cette crise puisqu'elle a privilégié des positions d'ingérence et d'exclusion qui vont à l'encontre des volontés citoyennes. Elle a raté encore, à mon sens, l'occasion pour rétablir un pacte de confiance entre l'institution et les peuples de la communauté. En ce qui concerne la position des acteurs internationaux qui sont essentiellement, à mon avis, inquiétés par rapport aux conséquences du coup d'État sur la lutte antiterroriste, donc je cite la France, le chef de file de la sécurité au Mali et dans la région sahélienne. Donc il y a une crainte d'un scénario similaire de celui de 2012 après la chute du président ATT.
l'intérêt de la France, l'intérêt direct de la France dans le pays concerne la conservation de ses avancées dans sa guerre contre le djihad, particulièrement après le sommet de Pau, le récent sommet de Pau en janvier 2020, qui a apporté un changement crucial sur le plan stratégique. On a vu que les différents acteurs qui sont présents sur le terrain pour la lutte antiterroriste sont en train de concentrer leurs efforts. Et puis, il y a une unité du commandement entre le PC de Barkhane et du G5 Sahel. Au niveau tactique aussi, on a vu que la France a renforcé sa présence avec l'envoi de 600 soldats sur le terrain et la mise en place de la Task Force Takuba depuis juillet 2020. Donc, toujours des réponses militaires pour diminuer et anéantir la combativité des groupes armés dans la région. Mais contrairement à la position ferme de la CEDEAO à l'encontre du Mali, je pense que la France adopte ou a adopté une position de soutien quand même au peuple malien après la démission du président Ibeka. Alors je pense que ce positionnement est toujours lié à son acharnement sur la lutte antiterroriste dans la région, particulièrement après la montée d'un sentiment anti-français chez les Maliens, mais également dans les discours prônés par Mahmoud Dicko, l'acteur incontournable de ces mobilisations citoyennes. Donc, je pense que pour ne pas accroître ce sentiment anti-français dans le pays, la France va se servir des institutions internationales qui se positionnent également dans cette lutte antiterroriste afin de mettre la pression sur toutes les forces sociales au dialogue pour accélérer la mise en place d'un gouvernement de transition. Au niveau international toujours, l'Union européenne, on a vu que l'Union européenne a adopté une position radicale en suspendant les missions EUTM et ECAP, en attendant de reprendre ces missions avec ce qu'elle appelle des autorités légitimes. De la même manière que l'Union européenne, on a vu aussi la position des États-Unis, qui est aussi radicale, qui a suspendu son aide militaire au Mali et qui affirme à travers son émissaire pour le Sahel que le contact opérationnel avec la junte n'est pas un acte de reconnaissance de cette force militaire. Et les Nations Unies, contrairement à l'Union européenne, elle a maintenu sa mission de maintien de la paix, la MINUSMA, qui joue un rôle important, malgré les pertes humaines qu'elle a subies récemment depuis la montée des attaques terroristes dans la région. Donc, je pense que ces différentes positions et sanctions de ces acteurs au Mali, et notamment on l'a vu et dans la région, mais également d'autres organisations. On a vu l'OIF aussi qui a suspendu ses relations avec le Mali. Donc il réaffirme une action d'ingérence routinière de la part de ces acteurs dans les affaires du pays. Donc nous voyons à quel point la crainte du ralentissement de la lutte antiterroriste et la lutte contre le djihad prime sur la volonté des populations dans ces régions. Je vous remercie. Merci, Yousra. Khalifa Diop, pour la seconde intervention. Merci Rachid, bonsoir tout le monde. Alors, quand le professeur Tounkara parlait tout à l'heure du Mali, j'avais l'impression qu'il parlait du Sénégal. En fait, ce rapprochement est tout à fait parlant et tout à fait utile dans ce qu'on veut expliquer. Pourquoi? Parce que vouloir expliquer seulement un coup d'État dans le cas du Mali par le simple contexte malien est un peu, à mon avis, réducteur. C'est pourquoi le contexte sahélien, non seulement des relations internationales, mais le contexte géographique, ce qui fait qu'il y a des crises structurelles en Afrique de l'Ouest et au Sahel doit être interrogé. Alors, faut-il craindre une contagion donc, dans la région sahélienne? Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Pourquoi? Parce que je me suis amusé tout à l'heure à faire un calcul. Depuis 2005, il y a eu pas moins de 12 coups d'État en Afrique de l'Ouest, en 15 ans. Soit un coup d'État tous les 16 mois. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait dans la structure économique, politique de ces pays qu'il y ait autant d'instabilité, autant de coups d'État? Qu'est-ce qui se passe alors? On a parlé tout à l'heure d'effets dominos, mais qu'est-ce qui fait qu'en Afrique de l'Ouest, on puisse légitimement penser à ce que cet effet se produise? Prenons le cas de la CEDEAO, par exemple. Il y a
la CEDEAO est un territoire de plus de 5 millions de kilomètres carrés pour 367 000 habitants, quelque chose comme ça, soit 72 habitants au kilomètre carré. Ce qui fait que la CEDEAO est une zone extrêmement sous-peuplée. Tenez-vous bien, 72 habitants au kilomètre carré. Alors, comment se fait-il qu'un pays, ou bien un groupement de pays, une organisation, habité à seulement par 12 habitants au kilomètre carré, puisse avoir un IDH, par exemple, en dessous de la moyenne, et largement en dessous, de 0,4, quelque chose comme ça. Comment est-ce que ces pays qui ont du pétrole comme le Mali, de l'eau douce comme le Mali, du zircon comme le Sénégal, du pétrole comme le Sénégal, de l'or comme le Sénégal, de l'uranium comme le Niger, des ressources agroforestières énormes comme la Côte d'Ivoire, puissent se retrouver avec un taux de scolarisation, par exemple, de 19, où 19 enfants sur 100 ne vont pas à l'école, selon l'UNESCO. Pourquoi avec autant de richesses et une démographie aussi dynamique et aussi jeune, une large proportion de la population de ces pays est jeune, donc ils vont arriver normalement naturellement sur le monde du travail, au monde du travail, qui malheureusement ne leur offre pas ce qu'ils viennent chercher, alors que on dit que les pays sont sous-peuplés. Alors, comment se fait-il que dans ces pays, on parle souvent de malgouvernance, d'accusations de corruption, de détournement, de désir des chefs d'État de se maintenir au pouvoir alors qu'ils sont autant sous-peuplés et qu'ils ont autant de richesses? Alors, c'est à mon avis autant de questions qu'il faut, autant de faits qu'il faut poser sur la table pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on pose la question de l'effet domino. Mais est-ce suffisant de dire simplement que ces régions, ces pays ont ont à peu près les mêmes niveaux de vie, les mêmes modes de gouvernance pour parler d'effet domino? Alors, il y a à travers les soulèvements populaires ce qu'on peut appeler des similitudes et des choses qui font qu'ils se comportent en fait de la même manière. Rappelons-nous du printemps des peuples de 1848 qui a vu l'Europe à peu près sombrer sur une série de révolutions. Et ces révolutions ont été amenées par le fait que la France et ses alliés vainqueurs ont voulu imposer un ordre dictatorial au pays qui avait déjà commencé à nourrir des sentiments de nationalistes et libéralistes. Donc, ce qui a fait qu'en France, en Allemagne, en Sicile, en Hongrie, au Milan, en Pologne, il y a eu cet effet domino-là, il y a eu des révolutions. Rappelons-nous également le printemps arabe entre 2010 et 2011 qui a touché presque tout le Maghreb et le Proche-Orient, qui a fait que tous ces pays-là qui étaient gérés pratiquement de la même manière, pour ne pas essentialiser, ont été contaminés. Et par ricochet, le Mali, avec la chute de la Libye, a été à son tour contaminé du fait des Touaregs qui étaient en Libye et qui sont revenus pour réclamer en fait l'Azawad, les Menalassa. Les chercheurs sur le terrain sont plus au fait. Alors, c'est pourquoi on pense légitimement qu'il peut y avoir en fait cet effet domino au Sahel. Pourquoi? Déjà parce que le Sahel est réputé pour ses frontières qui sont poreuses. Il y a eu des recherches qui ont été menées en 2013 par Walter et Retailleau qui ont montré qu'en fait, il y a beaucoup d'embuscades qui étaient posées par les djihadistes, entre guillemets, et qu'il y a eu des enlèvements dans la bande soudanienne, dans la bande sahélienne, et qui ont été, les mises en cause ont été, en fait, se sont engouffrés carrément dans le désert, en Algérie, en Libye. Ils enlèvent quelqu'un au Mali, ils l'amènent au Niger, ils l'amènent soit en Mauritanie, ils l'amènent en Libye. Il y a aussi tout ce trafic d'or, ce trafic d'armes qui se déroule dans cette zone-là qui est extrêmement poreuse et extrêmement difficile à contrôler. Donc, on craint avec ce focus sur le coup d'État malien qui est non seulement l'effet domino, mais qui est en fait une survivance de ces attaques terroristes qui, d'ailleurs, les groupes armés qui sont en train de se refaire une santé. Pourquoi? Parce qu'il y a depuis 2019 une escalade des violences qui sont notées par le rapport notamment de DGA. La mort de 13 militaires français dans le crash des hélicoptères. Il y a eu
également un redéploiement des groupes armés, Ansardine, État islamique, groupe sahélien pour le soutien de l'islam et des musulmans, dans la région forestière de Soum, au Burkina Faso. Ce qui fait que les militaires, les groupes armés qu'ils ont chassés du nord du Mali, ils se redéploient notamment dans la zone du Liptako-Gourma, dans la zone des 3 frontières. Au Niger aussi, on a noté récemment des attaques des candidats et que l'armée nigérienne, du moins, autant pour moi, a manifesté son mécontentement suite à des accusations de détournement des fonds justement destinés à l'équipement et à la lutte contre ces groupes armés. Donc, il y a eu récemment aussi au Burkina Faso cet imam Djibo qui a été tué. Donc, ce qui fait que le contexte est plus que jamais incertain avec la montée en puissance des groupes armés qui est noté. Donc, le contexte politique aussi n'en est pas moins suspect. Pourquoi? Parce qu'il y a, on le sait tous, le climat tendu en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec les élections en vue, notamment au Burkina Faso en novembre, au Ghana en décembre, en Côte d'Ivoire et en Guinée en octobre. Et récemment, la nomination que les Tchadiens, souvent mes amis tchadiens, de sa super excellence, le maréchal Idriss Déby, qui a été très médiatisé et commenté sur les réseaux sociaux. Donc, autant de facteurs qui font qu'on peut effectivement légitimement penser à cet effet domino-là. Mais il faut être prudent. Pourquoi? Parce que c'est toujours un obstacle pour la recherche de s'interroger sur des questions qui sont en cours, qui n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Donc, il y a souvent le quali et le quanti qui manquent, mais il faut quand même légitimement s'interroger sur en fait, cet effet qui peut effectivement se produire. Je pense que je n'ai pas dépassé les temps, Rachid. Non, parfait. Merci, Khalifa. On reviendra sur les discussions. Reda. Oui, bonjour à tous. Merci au laboratoire LASPAD pour l'organisation de ce séminaire. Donc, dans la première phase, j'ai été très bien informé et instruit sur la situation du Mali, les forces internes, la dynamique qui se passe. Je retiens de ce qui s'est dit, quelque chose qui me parle, c'est que ce coup d'État est dans une phase, disons, qui possibilise, à partir d'un rejet, un vaste rejet populaire, l'intervention militaire qui pose des problèmes de légalité, même au niveau national, international. Mais ce qu'on retient, c'est que nous sommes dans un moment où, entre l'ordre et le désordre, règne un moment délicieux, pour reprendre cette formule de Paul Valéry, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue de possibles. Et cette situation a été évoquée par Béatrice, ça s'est joué ailleurs. Des interventions militaires qui arrivent comme avec même un soutien populaire et qui, pendant un certain moment, sont porteurs de potentialité. Donc, nous sommes exactement dans cette phase. Mais ça va aussi se précipiter très rapidement. Et c'est pour ça que c'est une phase où les acteurs doivent peser de tout leur poids pour imprimer un peu, disons, pour que leur volonté, leurs aspirations puissent se transformer en essai politique. Je m'inscris donc dans l'éclairage de Youssef Hamdaoui et de Khalifa Diop pour sortir un peu du cadre proprement malien, parce que moi je suis à Genève, je suis marocain, mais voilà, je vis entre le Maroc et Genève, je travaille sur le Maghreb, le Machrek, je suis en Europe. Le Mali n'est pas le seul pays en crise actuellement. Nous sommes dans un moment de mondialité extrêmement grave. La crise du Covid est une faille abyssale et nous sommes à un tournant de l'équilibre mondial. Donc, je veux dire, le Mali n'est pas tout seul dans cette situation. Il faut prendre cette situation au niveau du Sahel, bien entendu, mais aussi voir les liens entre le Maghreb, et voilà. Et puis aussi un moment où l'Europe est en perte de vitesse, le leadership américain également, cette crise du Covid le montre nettement. Mais c'est pour dire aussi, donc, nous avions travaillé sur la question du Sahel dans le cadre d'une recherche des Nations Unies en 2015, et tous les événements que je perçois, pas seulement au Mali, mais dans toute la région, sur la question de la violence, de la sécurité ou l'insécurité, pour moi, ces deux termes s'équivalent. Nous avions mené une enquête sans précédent sur l'étude des perceptions auprès des populations dans les 8 pays de la région, de la Mauritanie au Cameroun. Et cette enquête, pour moi, a révélé, donc, disons, des perceptions
de gens qui sont exposés aux problèmes de la violence, de la radicalité, de la faiblesse ou de la carence ou du dysfonctionnement de l'État. Et nous avons récolté disons, des données absolument qualitatives de tout premier plan à partir desquelles nous avons conceptualisé. Et ce que nous avons conceptualisé, nous avons travaillé une centaine de chercheurs enquêteurs africains, des gens des universités de ces 8 pays, hein. Nous avons conceptualisé ce que nous disaient les populations. Donc on a bien vu dans ces enjeux que nous parlons à la fois de CEDEAO, des États ou des peuples. Là, c'était vraiment la perception des populations. Et donc, ce que l'on a pu voir, malheureusement, ce sont des informations ou des retours ou même des concepts qui sont assez embarrassants pour les États de la région. Et c'est pour cette raison que le commanditaire de cette enquête qui a été financée par le Japon et qui a représenté voilà, un investissement considérable, cette enquête a été mise un peu sous le boisseau parce que ça a gêné les États. Voilà, c'était des informations qui, disons, différaient. Et donc ça, ce premier volet, c'est que, bon, je pense sur le plan régional, voilà, la question, est-ce que cette situation au Mali risque de se traduire ailleurs? Est-ce que nous ne risquons pas d'autres situations de ce genre, sachant que aussi la mobilisation autour de la guerre contre le terrorisme, contre l'instabilité et l'insécurité se mobilise dans la région, au niveau des États, mais aussi au niveau international, autour du risque d'un renversement, d'une prise de pouvoir par des groupes armés djihadistes. C'est-à-dire que c'est ce risque majeur sur lequel, depuis 8 ou 10 ans, nous sommes mobilisés. Et force est de reconnaître que nous voyons dans les 50 ou 60 dernières années des indépendances que le risque récurrent, c'est le coup d'État militaire. Donc nous sommes dans des régimes mixtes, civils, militaires. Je veux simplement mettre en avant que jusqu'à présent au Sahel, il n'y a aucun mouvement djihadiste qui a renversé un pouvoir. Donc, mais nous avons régulièrement ce risque de pouvoir de régime militaire. Donc, le problème qui se pose, si on a évoqué, c'est que ces mouvements, nous sommes comme des plaques tectoniques, donc c'est vraiment des séries de crises. Le Sahel a été quelque part déstabilisé aussi par la déstabilisation du Maghreb. On a évoqué la destruction de l'État libyen, et ça a influencé. Et avant même cela, au début des années 90, dans cette phase de démocratisation, où on sortait du parti unique, l'expérience démocratique algérienne a bifurqué, là aussi, avec une intervention militaire, et il y a une filiation dans l'histoire du djihadisme entre ce qui s'est joué à ce moment-là dans la guerre civile qui a eu lieu dans la décennie 90 en Algérie, et ensuite l'externalisation de ces groupes armés dans la région et principalement aussi au Mali. Donc tous ces liens tous ces crises sont liées. Et donc, c'est très difficile de penser toute cette simultanéité, mais il faut penser au niveau non seulement du Mali, mais au niveau du Sahel, au niveau des relations entre le Maghreb et le Sahel, des relations entre l'Afrique, le Sahel et l'Europe, parce que le Sahel, aujourd'hui, c'est la rive sud, c'est ce qui est en jeu aussi pour l'Europe, c'est la rive sud de la Méditerranée. C'est ça aussi, donc avec la question de la migration, etc. Donc il y a une très grande complexité et nous sommes dans une série de crises en cascade. Il n'y a aucun pays de la région qui peut se prévaloir d'une stabilité ou d'une sécurité, même voilà, autre que militaire ou policière. Et ce qui apparaît dans cette phase de mondialité, concrètement, c'est une crise de l'État. Donc, ce qui est frappant, alors, et un peu partout, je veux dire, nous sommes dans une phase où l'État-nation n'est pas une notion très ancienne. Donc, nous devons aussi avoir une sorte de vue en largeur, longueur, hauteur et profondeur de ce qui se joue au Mali, au Sahel et dans la région africaine, la relation avec l'Europe, etc. Au niveau du Sahel, on aurait tendance à croire que l'État-nation, post-indépendance, c'est la forme, voilà, c'est la forme consacrée. Or, force est de constater, quand on se penche, c'est ce qui m'est arrivé dans cette enquête sur l'histoire de la région, que c'est le décalage entre
la faiblesse, l'artificialité de cet État postcolonial par rapport à la profondeur historique et aux expériences étatiques et aux expériences voilà, d'espace qui ont existé. Et quand on revient à la lutte contre le djihadisme, parce que c'est aussi, la politique, c'est aussi des imaginaires. Nous voyons que les groupes armés mobilisent des imaginaires qui se ressourcent dans le passé étatique de cette région. Donc la Massina, l'État islamique, ce n'est pas quelque chose qui pour l'avenir, c'est quelque chose qui a été instauré. Et je ne parle pas évidemment de l'Empire du Sanghaï, donc très grande profondeur historique en matière d'institutions. Et c'est cette coupure postcoloniale qui pose vraiment problème, en tout cas clairement. Et c'est ce signal que nous envoient les mouvements radicalistes armés aujourd'hui. C'est ça, c'est qu'au moins eux, ils ont un imaginaire sur lequel ils travaillent. Et force est de constater que dans cette crise et dans tous les problèmes qui affectent ces États, il y a une crise des imaginaires. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons un peu dans cette phase d'impasse. Je dirais qu'aujourd'hui, avec cette crise Covid, il y a aussi la crise de l'État est encore plus prononcée parce que nous avons maintenant au-dessus des États une nouvelle forme politique qui se met en place. C'est ce que certains ont appelé des États plateformes, c'est-à-dire ces 4 ou 5 groupes numériques qui assurent des services aujourd'hui économiques, financiers, civiques, que les États ne sont plus en mesure d'assurer aujourd'hui. Donc nous avons au-dessus de l'État-nation des institutions qui sont voilà, Facebook, c'est une partie de l'humanité qui y est, et c'est un État plateforme. Donc nous avons aussi cette transformation qu'il faut penser. Donc nous sommes dans une crise. Et le dernier aspect, je ne sais pas, je ne vais pas faire trop long, c'est l'aspect sécuritaire. C'est que malheureusement, nous sommes prisonniers d'un prisme sécuritaire. Et cette notion sécuritaire aujourd'hui est encore renforcée par cette crise sanitaire sans précédent. Cette crise est une crise qui n'a pas d'équivalent. Je veux dire, l'histoire des guerres mondiales cumulées ne produisent pas l'arrêt du monde et les conséquences économiques, sociales et politiques que cette crise va provoquer. Peut-être qu'en Afrique, la situation est perçue de manière moins grave parce que, étrangement, c'est l'Europe et les États-Unis qui sont les grands perdants de cette crise du Covid, et que de nouvelles puissances, la Chine notamment, les puissances asiatiques, sortent renforcées de cette crise. Mais nous sommes en train d'assister à l'émergence de sociétés sécuritaires un peu partout dans le monde. Et voilà, sur des bases sur la force de ces États plateformes, contrôle, surveillance, manipulation des populations. Et au niveau des États-nations, nous avons aussi ce prisme sécuritaire. Et pour moi, le drame qui se joue, c'est que une politique de la sécurité, ça amène la mort du politique. C'est-à-dire qu'un État qui instaure comme finalité la sécurité par-dessus la prospérité, la solidarité, le développement, les droits humains, l'éducation, c'est-à-dire la priorité, c'est la mort du politique. Et nous avons des États où, aujourd'hui, ce sont des services secrets qui dirigent tout, hein, que ce soit les médias, que ce soit la justice, etc. Et on n'est même pas dans le schéma de la dictature classique, parce que si seulement nous étions dans ce schéma, parce qu'à ce moment-là, nous aurions au moins une police politique. Nous ne sommes même pas dans ce cadre. Donc, pour moi, le grand drame, c'est que nous sommes dans un cadre sécuritaire et qui se décline dans différentes régions différemment. Et voilà, cette crise est en train de renforcer ce prisme sécuritaire, et j'inscris la crise du Covid-19 comme une nouvelle guerre contre le virus. On mobilise la peur des gens pour imposer, disons, la police, l'armée, plus que jamais. Ça se joue dans les territoires nord, mais ça se joue aussi ailleurs. Et nous avons dans les pays du Sud aussi ce prisme sécuritaire. Pour moi, c'est un immense écran de fumée qui témoigne d'une absence d'imaginaire. Il s'agit d'imaginer la suite à la faveur de ces crises en série. Qu'est-ce qui peut émerger de ces États qui sont en crise? Qu'est-ce qui pourrait déboucher? Et je pense que c'est aussi une guerre des imaginaires
ou disons un concours des imaginaires politiques pour ressourcer le politique, pour que les citoyens puissent enfin s'exprimer. Parce que ce que l'on voit aussi partout dans différentes régions du monde, c'est disons, des peuples qui sont en colère, qui ont plein de revendications, mais qui n'arrivent pas à transformer l'essai politiquement. Là, on a évoqué le printemps arabe, on a évoqué pour le Mali une similitude pour le printemps arabe. Je ne souhaite pas pour le Mali le devenir du printemps arabe parce que c'est le retour à l'autoritarisme, à la violence plus que jamais. Voilà, j'ai fait long, mais c'était un peu le paysage, disons, de la mondialité aujourd'hui en crise que nous vivons, et c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il faut intégrer cet événement du Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reda, et merci à tous les trois pour vos différentes interventions. On va prendre quelques questions. N'hésitez pas à en poser également sur le chat. D'abord, la question de l'endogénéité de ce coup d'État. Dans quelle mesure ce que Yousra disait, Khalifa, mais également d'une certaine manière Reda, de manière un petit peu indirecte, dans quelle mesure il n'y a pas une forme de routinisation du coup d'État en Afrique de l'Ouest, autant à l'intérieur de chacun des pays et auprès des populations, comme ça a été dit dans la première partie tout à l'heure, où en fait on n'attend pas grand-chose de l'État, où les populations n'attendent pas grand-chose de ces États qui ont toujours été absents ou relativement défaillants. Dans quelle mesure en fait ce coup d'État-là est endogène en fait ces coups d'État, d'ailleurs, si on veut parler plus globalement, sont endogènes à ces sociétés, ou est-ce qu'ils sont également le fruit, et ils s'insèrent et ils s'inscrivent dans le cadre d'une mondialisation dont tu parlais, et en particulier des différents interventionnismes d'acteurs et de puissances tels que les États-Unis, mais en particulier la France dans la région, mais aussi la Russie. On a parlé également de ces colonels, de ces commandants qui ont été formés en Russie, qui rentraient de stage de Russie la veille du coup d'État. Certains d'entre eux étaient formés aux États-Unis, d'autres en France, etc. Donc, dans quelle mesure les puissances internationales se jouent également de ce coup d'État, et dans quelle mesure il est une surprise ou pas, c'est aussi cette question, celle de la surprise de ce coup d'État. Deuxième question, qui fait écho à ce que tu disais, Reda, tout à l'heure, sur les imaginaires et sur les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à nous. La question que pose ce séminaire aujourd'hui, c'est de savoir justement dans quelle mesure il y a une rupture avec ce coup d'État-là, ou dans quelle mesure c'est finalement un énième coup d'État, comme l'a rappelé Khalifa. Et cette crise des imaginaires, elle porte, ce sont les imaginaires de qui? Les imaginaires des élites politiques ouest-africaines, voire mondiales, qui seraient en crise, à la surprise justement de ce type de mouvement un petit peu disruptif que les sociétés civiles sont capables d'imaginer, en particulier une société civile très jeune, très dynamique, etc., comme celle des sociétés ouest-africaines, et qui, pour le coup, nous surprennent avec ce coup d'État ou pas. Voilà, est-ce que ces imaginaires-là, c'est une crise des imaginaires des élites ou une crise des imaginaires plus globalement des sociétés? Merci Rachid. Par rapport à la première question, je pense qu'il y a un peu des deux. Les coups d'État sont endogènes en Afrique de l'Ouest pour beaucoup de raisons qu'on a évoquées en partie. La première chose, c'est que aussi l'essentiel de ces pays ont été colonisés par un seul pays, la France. Donc, ils ont à peu près les mêmes politiques internes, ce qui fait que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est à peu près la même chose que ce qui se passe au Sénégal. Donc, on voit un peu ce lien qu'il y a entre, cette affinité qu'il y a entre les présidents actuellement, Macky Sall et Alassane Ouattara, Alpha Condé de l'autre côté, mais également des chefs d'État qui sont exclus s'ils ne s'inscrivent pas dans la même ligne que ces pays-là. On se rappelle le coup d'État tenté, ou bien le soulèvement populaire en Burkina Faso, c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui a demandé à ce que Blaise Compaoré quitte le Burkina Faso pour apaiser un peu le climat. Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'en 2020, c'est même Alassane Dramane Ouattara puisse soutenir, sous la houlette de la CEDEAO, la IBK et tout le dispositif de la CEDEAO mobilisé pour défendre un président qui a été impopulaire. Et qu'est-ce que la CEDEAO a fait pendant tout le processus qui a amené à ce soulèvement-là? Donc, c'est en fait des politiques qui sont transversales à tous ces pays-là presque, qui font que les mêmes dynamiques s'opèrent dans tous les
pays, même si ce n'est pas toujours de la même manière que ça se passe. Alors, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que la France, le fait que la France convoque le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall après, au lendemain du coup d'État au Mali, cela en fait soulève un peu la question de cette main-là invisible de la France qui tire les ficelles de manière, je ne sais pas, invisible. Idriss Déby s'est autoproclamé maréchal, ce n'est pas pour autant que la France l'a désavoué. Au contraire, c'est un allié de taille pour la France pour dans la lutte antiterroriste au Sahel. Bref, ces pays-là qui ont cette histoire commune, qui ont cette mode de gouvernance commune, ont aussi des problèmes structurels communs. Je rappelais tout à l'heure la réaction de Ali Tounkara qui disait que ces pays étaient il y avait eu des religieux qui étaient très puissants, qui ont lutté contre les colons et tout. C'est la même manière c'est de la même manière que ça s'est passé au Mali qu'au Sénégal. C'est ces pays-là qui ont un taux de scolarisation faible, qui ont un taux de chômage élevé, qui ont des richesses. Donc, autant il est légitime de penser qu'il y a un aspect international transversal qui fait que ces crises-là soient endogènes. Il y a autant aussi, autant on peut penser qu'il y a des phénomènes, des faits structurels, conjoncturels qui sont là, qui sont populaires, qui fassent que ces pays-là soient en perpétuelle demande de changement et qui se soulèvent en permanence. Merci. Non, moi, ce qui me paraît, moi, je rejoins tout à fait, disons, la tension positive qui se dégage de cette situation pour l'heure. C'est-à-dire que effectivement, on voit ces tensions, cette opposition de principe de la CEDEAO et des instances internationales par rapport à la présidence d'Ibeka. Une présidence, il faut le dire franchement, disons que moi je suis à Genève, faites des enquêtes s'il vous plaît les amis, dites aux journalistes de venir un peu à Genève dans les milieux bancaires, le trading, là où se négocient les matières premières, les matières vivrières, vous allez voir que les fils des présidents, les proches des présidents des pays les plus pauvres de la région, dans toute la région Sahel, vivent là-bas et c'est un métier extrêmement lucratif parmi les gens les plus riches de la place financière Genève. Donc voilà, il y a une rapine qui est d'autant plus scandaleuse. Ce n'est pas difficile, vous passez 15 jours d'enquête, on travaille sur le même opératoire et vous allez avoir accédé à une réalité qui est vraiment très instructive. Donc, c'est pas tellement ça ce qui me paraît ce qui me paraît important, c'est de voir qu'effectivement, nous avons une phase de démocratisation dans les années 90 avec la sortie du monopartisme. Donc, l'idée, c'est de voir aussi dans la profondeur historique la fin du monopartisme, cette phase de démocratisation. Le Mali était très bien engagé, et c'était un phare dans cette phase. Et puis, nous avons eu cette phase aussi d'effondrement de l'État, qui aussi se retrouve dans différents pays de la région, autour de causes et de défis, l'immense jeunesse, le manque de ressources, un certain nombre des conflits intercommunautaires, l'effondrement du mode de vie nomade. Enfin, vous savez beaucoup mieux que moi ces causes-là, qui sont des explications endogènes, sans parler aussi, bien sûr, il y a des facteurs exogènes, mais qui ne sont pas traités, justement, ces facteurs qui sont toujours là. Nous avons une jeunesse immense, mais qui ne participe pas à la construction ni des imaginaires, ni des économies, etc. Nous sommes encore prisonniers aussi de chaînes mentaux traditionnelles qui opèrent. Et c'est cette rupture, et c'est là où la radicalisation prend toute sa force et toute sa cohérence sociologique. Et ce qui me semble aussi, cette phase aussi de démocratisation institutionnelle, c'est qu'on voit très bien que maintenant, les enjeux, c'est une sorte de formalisme, c'est des présidents qui ont été élus ou installés et qui sert un deuxième mandat, et l'enjeu, c'est le troisième mandat. Donc, c'est dans ces phénomènes d'usure que cette crise est perçue, et donc, ce coup d'État déroge un peu à cette sorte de routine qui se met en place. Donc, je pense qu'en voyant avec la phase historique et en comparant les différents États de la région,
on peut voir les points d'achoppement, mais encore une fois, la question qu'il faut se poser, quels sont les problèmes clés de ces différents pays? Est-ce que la population majoritaire de ces peuples est actrice ou subit? Voilà. Est-ce qu'elle s'exprime? Et encore une fois, je reviens à notre étude, c'est mettre en évidence la volonté des populations et des communautés concernées. C'est ça qui nous semble une bonne base pour pouvoir espérer construire, que ce soit au Mali ou partout ailleurs dans la région. Merci Reda. J'ai une autre question, c'est la question autour de la lutte contre le terrorisme pour Yousra et l'impact en fait de ce coup d'État dans un contexte de French. Alors d'aucuns parlent justement d'un échec cuisant pour la France et pour toute sa diplomatie, sa politique et son action militaire. Tu en parlais tout à l'heure, Reda, le fait de sécuritiser, de dirait peut-être Yousra, eh bien toute les enjeux de ces sociétés-là est très très réducteur et s'avère être l'échec même de l'État et de ces États très très faibles. Et en l'occurrence ici, dans ce contexte d'affaiblissement de l'influence occidentale plus généralement, US, UE et France en particulier, et d'une montée en puissance aussi, on pense au sommet russe-Afrique, hein, du rôle de la puissance de la Russie et puis également de la Chine, Yousra. Alors, je pense que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans la région sahélienne aux antagonismes qui sont nés de cette sécurisation de la lutte antiterroriste dans la région. On a vu que la France a misé surtout sur le tout sécuritaire. On n'a pas vu, même récemment, il y a eu le sommet de Pau, il y a eu le sommet de Nouakchott, on voit que toutes les solutions en fait, que la France essaie de fournir sont des solutions militaires. On a de nouvelles task force, on a de nouvelles coalitions Sahel. Oui, pour réduire ou anéantir la combativité des acteurs terroristes sur le terrain, mais cela ne limite pas ou on n'arrive pas en fait à juguler la présence de ces acteurs sur le terrain. Donc je pense évidemment, ce qui fait peur à la France, c'est on voit aujourd'hui l'avènement de la Chine aussi sur le terrain. La Chine qui se positionnait avant justement sur le plan économique, mais aujourd'hui, on a vu récemment qu'elle est là aussi présente à travers un forum de défense. Donc, elle est présente aussi dans le militaire. Donc, il est très probable qu'on assiste prochainement à l'avènement ou à la création d'un outil sino-sahélien, sino-malien par exemple, pour lutter contre le terrorisme dans la région. Donc, je pense aussi que, d'où la crainte en fait de ce gouvernement de transition qui viendra, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura d'autres alliances avec d'autres pays, d'autres pays, la Russie, tu as cité la Russie, la Chine aussi, donc peut-être que cette lutte contre le terrorisme va englober d'autres acteurs. Donc, il n'y aura plus que la France et ses alliés occidentaux, il y aura d'autres. On assistera peut-être à l'avènement de la Chine ou de la Russie qui vont peut-être participer avec d'autres outils militaires ou avec d'autres alternatives qui ne sont pas militaires dans la région. Sur la dimension internationale, je rejoins très bien à Yousra, mais je pense que c'est vraiment important d'être très clair sur encore une fois, la gouvernance sécuritaire. Aujourd'hui, la lutte antiterroriste continue dans le même parcours avec coup d'État, sans coup d'État. Donc ça, c'est très clair. Hein. Le Mali ne met pas la main dans la situation interne sécuritaire. Donc on est hypothéqué, encore une fois, à la surproduction de la sécurité de la part des États internationaux. Et donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et malheureusement, hein, bien sûr, ça c'est une critique sur la question sécuritaire au Mali actuellement. On va procéder à un tour de table pour conclure. On reprend dans l'ordre inverse. Alors avec Reda Benkiran, peut-être un mot de conclusion. Reda, une réaction? Moi, je reste sur l'idée que le politique, c'est pas simplement, c'est quelque chose qu'il faut penser et c'est pas, je m'excuse de le dire, c'est pas la sécurité comme finalité, ça ne pense pas. Et nous voyons cela dans des pays même où il y a des traditions étatiques très très anciennes. Et nous voyons les fruits de cette crise.
Regardons même en France la crise des Gilets jaunes, les violences policières, etc. Donc, cet avènement de ce que j'ai appelé les sociétés sécuritaires, pour moi, est une autre horizon. Il se décline différemment dans différents pays, dans différentes zones. Mais en ce qui concerne la région, je trouve qu'il faut, face au signal que nous envoient les religieux de manière générale et la frange violente, djihadiste, l'imaginaire sur lequel ils travaillent et qui a une cohérence et une profondeur historique, je suis frappé de voir que les intellectuels africains, les intellectuels de nos pays, les cognitaires, les gens de savoir, outre leur expertise à gage, au-delà de leur expertise, ne pensent pas, ne produisent pas un imaginaire. C'est ça qui... La jeunesse, les défis de cette jeunesse qui est massive. Le Sahel va être un géant démographique à la fin du XXIe siècle. Qu'est-ce que l'on propose pour leur avenir? Et je suis frappé de voir que de grands intellectuels africains que l'on voit dans des capitales qui sont brillants ne traitent jamais de ces questions de la faillite de l'État, de la faiblesse de l'État, de la corruption, de la radicalisation, de l'extrémisation, de la pauvreté, de l'inégalité, du manque d'accès aux ressources. Sur ces questions, encore une fois, que les mouvements violents capitalisent et nous n'avons pas pu produire un discours, un projet collectif. Et là, la culture a un grand rôle à jouer et je pense que les acteurs culturels doivent se saisir de ces questions pour proposer aussi, pour rêver ensemble au sein d'une nation, mais au sein de cette région et au sein de l'Afrique, à un avenir porteur. Merci Reda. Khalifa? Oui, merci Rachid. Je me joins à la position de Reda, en fait, qu'il faut, selon laquelle il faut se départir, on peut sortir un peu de ce prisme de sécurité, du tout militaire, en fait. Parce que l'expérience et les études montrent qu'au Sahel, la question de la sécurité est plus une question de sécurité humaine qu'une question de sécurité militaire. Et ça va en s'accroissant. Pourquoi? Parce qu'avec le problème des changements climatiques, les ressources vont manquer, avec le boom démographique, beaucoup de pays sahéliens sont encore en transition démographique, le taux de fécondité est encore élevé, 5 enfants par femme. Donc, il faut une autre approche de la sécurité qui ne s'intéresse pas uniquement à la question du militaire, à la question armée. Donc, il faut décentraliser la question de la sécurité et il y a un rôle important des chercheurs et de la société civile dans cette dynamique-là. J'avais deux questions que j'aimerais poser à Béatrice et à Ali. Pour dans d'autres occasions qu'on puisse en discuter, c'est sur la position de l'imam Dicko. Parce que l'expérience du printemps arabe a montré qu'après le printemps, il y a eu des gens qui ont bénéficié en fait plus que d'autres de ce printemps, ce sont les islamistes, entre guillemets. Pourquoi n'est-ce pas par crainte que l'imam Dicko profite de cette situation au Mali que ce coup d'État a été perpétré? C'est une idée qui fait son chemin actuellement, qu'on rencontre par-ci et par-là dans les recherches et dans les papiers journalistiques. Est-ce qu'on peut envisager en fait ce scénario-là? Ça, c'est pour Béatrice. Pour Ali, j'aimerais poser la question suivante. Est-ce qu'une armée qui a du mal à combattre, par exemple, les terroristes, une armée qui est impliquée dans les scandales de corruption, l'armée malienne, je veux dire, une armée dont une figure essentielle, c'est-à-dire Moussa Diawara, a été accusée d'implication, par un rapport des Nations Unies, d'implication dans des trafics de drogue, peut en fait être confiée. On peut faire confiance à cette armée-là pour mener à bien une transition démocratique. Voilà, c'était ça. Merci. Merci Khalifa. Ali Touka? Merci pour la question. Je pense que c'est vrai que la question de la corruption de l'armée malienne elle est sans équivoque. D'ailleurs, c'est une des raisons qui expliquerait toute la légitimité qu'a aujourd'hui la M5. Dès les premières heures du premier quinquennat de Keïta, une certaine hiérarchie militaire avait été impliquée non seulement dans la malversation financière liée à l'acquisition d'un certain nombre d'équipements militaires, mais dans les mêmes temps, ce sont quand même des officiers qui sont majoritairement basés dans les centres urbains, étant donné qu'une bonne partie du territoire échappe au contrôle de l'État central. Donc, ouais, un peu de paradoxe.
Mais je pense que la particularité de ces acteurs aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils sont pratiquement tous des différents théâtres d'opération, des côtoyés un nombre important parmi eux, dans les différents centres de formation, notamment militaires. D'où d'ailleurs, Maïga l'avait rappelé, justement, cette vitesse étonnante avec laquelle le coup a été perpétré, parce que ce sont des acteurs, des officiers militaires qui ont quand même la légitimité d'opposer les éléments qui sont sur les différents théâtres d'opération. Et dans le même temps, aucun d'entre eux n'est quand même cité dans les malversations financières dont le pays fait l'objet lors de l'acquisition d'un certain nombre d'équipements militaires, notamment les blindés. Rapidement, pour le cas des forces étrangères, il faut quand même le nuancer. La France, par exemple, à travers l'Alliance Sahel, effectivement, elle vient en aide, notamment en soutenant un certain nombre de projets communautaires s'inscrivant dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, notamment communautaires. Mais sauf que la difficulté avec les acteurs étrangers, qu'ils soient européens ou d'autres, ce sont quand même des mandats, malheureusement, qui sont définis par ces acteurs. Ça, c'est important. N'oublions pas quand même que lors du renouvellement du mandat de la mission organisée au Mali à New York, le Mali était au cœur de cette situation socio-politique délétère. Même antérieurement à ce soulèvement, en aucun moment, de la venue de l'administration, le Mali a eu à définir son mandat. À défaut de définir son mandat, mais sa façon d'agir échappe à tout contrôle de l'État. De la même manière que la force Barkhane française, lorsque des avions français ont fait du choc dans les régions du nord du Mali, on a pris l'information au même titre que le gouverneur, qui est quand même le représentant de l'État. Donc, je peux vous dire qu'attention, c'est vrai que les acteurs viennent en aide à l'État central du Mali, mais ce sont ces mêmes acteurs aussi qui ont mis le Mali sur la touche, c'est extrêmement important. Donc, ce qui fait que, quand vous creusez à fond, les différentes demandes qui sont formulées par les armées africaines, notamment celles pour l'insécurité, le Mali, le Burkina et le Niger, ces armées demanderaient plutôt à la France de les doter de flottes. Donc, on n'a pas parlé d'envoi des hommes. Aucune armée africaine n'a demandé cela. Vous voyez, on demande des avions, des outils permettant de bien fournir des renseignements. La France envoie des hommes supplémentaires. Vous voyez le paradoxe? Ouais, donc, quand on demande, par exemple, de réaliser un centre de santé, on construit une école. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, les demandes qui sont satisfaites par les partenaires ne sont pas celles formulées par les bénéficiaires. Personne ne peut le nier. Moi, j'ai parcouru toutes les régions du nord du Mali et celles du centre. Malheureusement, il y a une présence accrue des forces étrangères incontestablement, mais laquelle présence n'intègre pas le corps social. Donc, vous voyez, c'est là qu'on a le plein droit de s'interroger sur les systèmes de finalité recherchée par ces acteurs dits internationaux. Merci, M. Tounkara. Pour Yousra. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, en fait, pour la réalisation de manière concise, pour la réalisation d'un peace building sahélien, je pense qu'on a compris que le tout sécuritaire et l'ingérence internationale ont montré leurs limites, en fait. Et je pense qu'il faut que ce récent coup d'État, où ces mobilisations sociales sont venues nous dire, ou nous rappeler l'importance de la dimension citoyenne, mais aussi économique. Le Mali, le premier producteur du coltan et le troisième producteur de l'or dans le continent. Mais il est toujours un pays pauvre. Je pense que si on arrive à trouver la réponse à cette question, pourquoi le Mali est un pays pauvre, une partie en fait, ou une partie de la réponse à cette question pourra nous permettre de répondre ou de comprendre pourquoi il y a cette crise sociale aujourd'hui dans le pays. Merci Yousra. Un mot de conclusion également pour Béatrice. Du coup, alors, je te laisse conclure. Merci. Bon, je voudrais dire qu'il y a je vais être un peu provocatrice. Hein. Une bonne nouvelle pour Ibeka, et qu'il va passer à l'histoire sans séparer le Nord de Sud, sans signer la signature de séparation du Nord de Sud. Une mauvaise nouvelle qu'il est parti de la chaise présidentielle suite à cette mobilisation sociale. Non, ça c'est clair. Et j'évoque le Nord parce que l'accord de paix 2015 d'Alger, il est en cours. On va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette période de transition par rapport aux nouveaux acteurs, comment ils vont réagir à cet accord. Entre-temps, le Nord, il est déjà de facto indépendant actuellement. Il est dans les mains de groupes armés.
Après, je voulais aussi indiquer la dimension internationale qui est fondamentale par rapport à cette période de transition. Vous savez tous que les acteurs internationaux participent des enjeux au Mali, qui ont beaucoup d'intérêts dans le pays, qui sont qualifiés, ces pays, acteurs internationaux qualifiés des pays démocratiques, doivent évidemment accompagner le Mali dans une transition avec un pouvoir civil qui est fort. Il faut s'investir en société civile, il faut s'investir en transition politique et éviter, mettre tous les efforts que de la surproduction sécuritaire, non? Donc, il faut croire à cette société civile qui observe, qui guide, qui vigile sa propre transition. Et pour moi, ça c'est très important. Et il faut encore une fois mettre aussi la focale sur la jeunesse, la population de demain, la jeunesse de demain. Il faut intégrer la jeunesse, il faut concilier la jeunesse avec le système, concilier la jeunesse avec les institutions. Il faut gagner la confiance des institutions parce qu'il est là la véritable crise aujourd'hui. Et aussi rapidement, Khalifa, tu as évoqué un sujet qui est énorme. Et c'est un autre débat, donc c'est un autre webinaire, mais je voulais juste te dire quelque chose qui est très important pour moi. Les acteurs politiques qui utilisent l'islam comme base d'un programme politique qui actuellement, ils sont en train de jouer dans les champs politiques en Tunisie, par exemple, non? Et ils font partie de la population, ils sont votés, acceptés par la population, ils sont représentés par la population, on ne peut pas marginaliser et exclure, et c'est de là le problème aussi qu'on a eu en Algérie dans un moment donné, je ne vais pas maintenant aussi rentrer en profondeur, mais voilà, le problème n'est pas l'islam politique en tant que tel, le problème lorsqu'on utilise l'islam comme un outil politique pour condamner toute une population au lieu de libérer toute une population. Par rapport à la position de Mahmoud Dicko, l'imam, il a émergé grâce à cette injustice sociale. Ce n'est pas par rapport à ce mouvement précisément au concis, non, il a gagné beaucoup de légitimité grâce à cette crise institutionnelle, grâce à toute une population qui se sent distanciée de son pays, grâce à voilà, la question insécuritaire, à les enjeux socio-économiques. C'est pour cela que Dicko, il a gagné beaucoup de points et surtout parce qu'encore une fois, l'État a confondu la laïcité avec l'indifférence. L'espace public religieux, il était pris par les acteurs religieux. Les politiciens, ils ne rentrent pas dans les affaires religieuses. Et c'est ça le problème de Mali actuellement aussi. Hein. Et voilà, je voulais finir par ces idées rapidement. Et c'est très intéressant, pardon, et je finis aussi. Comme le Maroc, il faut faire attention parce que c'est très intéressant que le Maroc, il était très intelligent dans la position par rapport au coup d'État. Il ne voulait pas condamner la population malienne. Il a pris une position qui était très neutre, même aussi on peut dire en faveur de la population, parce que tu ne peux pas condamner un coup d'État car tu condamnes toute la population malienne. Et je trouve que c'est intéressant aussi la position du Maroc aujourd'hui, non? Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir répondu à l'invitation du laboratoire. Donc, du coup, Béatrice nous invite effectivement à poursuivre les échanges à travers d'autres webinaires sur la question sécuritaire et les questions sécuritaires, sécurité humaine, entendu évidemment à la SPAD, au Sahel et dans tous les pays du Sahel. On se retrouve certainement le mois prochain avec une autre rencontre qu'on organisera. Je remercie également les différents contributeurs et participants et puis on débriefera ensemble pour faire une note autour de cette rencontre. Je vous remercie à tous et puis on se retrouve bientôt.